Ravi de vous voir avec nous ce matin. Merci de vous être levé aussitôt pour nous rejoindre à 9h15 dans l'amphithéâtre de l'Iris. Je m'appelle Julia Tass, je suis directrice de recherche à l'Iris. Je coordonne un programme, donc un département de recherche qui travaille sur les enjeux environnementaux de manière générale, donc énergétiques et environnementaux. Et j'ai la chance de co-diriger l'Observatoire Défense et Climat. L'Observatoire Défense et Climat étant un contrat de recherche financé par la Direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées. Ce contrat de recherche, il rassemble de nombreux chercheurs de plusieurs instituts, parmi lesquels les chercheurs de l'IRIS, l'IRIS étant à la coordination de cet observatoire. Et c'est cet observatoire qui organise l'événement de ce matin. L'idée étant de faire un événement en deux parties. Une première partie qui revient sur les enjeux de cette COP28 avec un angle géopolitique qui est la particularité de l'IRIS. Donc, on va énormément aborder évidemment les enjeux environnementaux de la COP28, mais aussi les enjeux géopolitiques, les enjeux stratégiques qui sont liés à cette COP. Et puis, dans un deuxième temps, dans la deuxième partie de la matinée, vous aurez la chance d'écouter deux spécialistes de la géo-ingénierie. Donc, je ne vais pas dévoiler dès maintenant ce qu'est la géo-ingénierie. Et la conférence de la deuxième partie de la matinée permettra aussi de comprendre comment cet enjeu de la géo-ingénierie pourrait être intégré au sein des discussions de négociations internationales, que ce soit lors de la COP28 comme des prochaines COP, puisque ce sont des outils qui pourraient devenir essentiels, malheureusement ou heureusement, ça va être l'objet des discussions, dans les décennies à venir. Et donc, sans plus tarder, je voudrais commencer par lancer la première session, celle sur la COP28. Et donc, nous avons la chance pour en parler, puisque je ne suis pas la plus grande spécialiste de cet enjeu, d'avoir deux femmes qui étudient ou qui font partie des négociations internationales et du travail autour des enjeux climatiques depuis plusieurs décennies. Donc, à ma gauche, Amie Dahan, je vous remercie encore de nous rejoindre, Amie. Donc, Amie, vous êtes mathématicienne, historienne et philosophe des sciences. Vous êtes directrice de recherche au CNRS et vous êtes autrice de nombreux ouvrages autour des négociations climatiques. Vous étudiez ces négociations depuis plusieurs décennies maintenant. Et donc, vous allez, avec nous, pouvoir décrypter de, me vieillis encore plus que je ne suis. depuis deux décennies, mais c'est déjà, en fait, ça vous donne un historique des COP assez unique. Et ce que je vous propose, c'est qu'on commence directement par revenir justement sur, alors, pas forcément un historique, ce serait beaucoup trop long de revenir sur deux décennies de COP, mais d'essayer de comprendre finalement, déjà d'un point de vue agenda dans la suite de l'accord de Paris, de quoi va-t-on discuter à cette COP28 avant d'évoquer le contexte géopolitique qui est l'objet de beaucoup de discussions à la veille de cette COP? D'accord, ça me paraît très, très proche. Bien, donc effectivement, moi, je dirais que j'ai basculé dans ma carrière dans la question. Ah, on m'entend pas? D'habitude, on m'entend trop. Donc, j'ai effectivement basculé dans l'étude. Bah, je m'intéressais au climat, au modèle climatique, à la question du climato-scepticisme, question du consensus autour des questions scientifiques. Puisque j'étais scientifique, enfin je suis d'origine scientifique, et j'ai commencé à m'intéresser à la question des relations sciences et politique, donc au début du XXIe siècle, et je suis allée dans les COP à partir de 2002-2004, pratiquement chaque année depuis le début, enfin depuis ces années-là. Donc, juste pour mettre en perspective cette COP dans l'histoire des négociations, donc vous savez bien que l'UNFCCC a été créée en 1994, les COP, enfin, décidé à Rio en 92, et ensuite mise en œuvre en 94, et que les COP ont commencé pratiquement là. Et donc, nous sommes à la 28e COP. Les premières années, nous étions la négociation
était dans le cadre de ce qu'on a appelé le protocole de Kyoto. C'était une négociation qui visait donc qui concernait les pays développés à l'époque, les pays historiquement développés du Nord, grosso modo l'Europe, les États-Unis, le Canada, l'Australie, le Japon, la Russie et les pays de l'ex-Union soviétique aussi. Et les autres étaient invités à assister, à se familiariser au problème, mais n'étaient pas concernés par la négociation et les engagements. Donc ça a duré, voilà, il y a eu rapidement, je dirais, un accord autour du protocole de Kyoto, mais quelques années après, on sait que les États-Unis se sont retirés de ce protocole en 2002, donc sous la présidence de Bush, qui venait d'accéder à la présidence. Il a déclaré la non-ratification par les États-Unis du protocole, ce qui a pratiquement fait, je dirais, dérailler la négociation, parce qu'il était clair que c'était le premier émetteur mondial et que rien de absolument décisif ne pouvait avoir lieu sans les États-Unis. Donc pendant ce temps-là, je dirais la première décennie du 21e siècle, eh bien, là, il y avait dans le cours de la négociation une sorte de double rail. Ceux qui avaient ratifié Kyoto et qui étaient dans le cadre de ce protocole, qui faisaient les MOP, ce qu'on appelait les Meeting of Parties, et les COP, c'était tous les autres. Tous les autres, c'est-à-dire aussi avec les pays en développement et les États-Unis et tout le monde, quoi. Donc, vous voyez bien que tout ça était d'une lenteur absolument terrible. Nous avons analysé ça avec mon co-auteur Stéphane Aïkout, qui était à l'époque voilà, un de mes thésards, qui maintenant est professeur à l'université de Hambourg, et avec qui on a fini par publier ce livre Gouverner le climat, point d'interrogation, en 2015, l'année de l'accord de Paris. Mais donc, j'ai suivi avec plusieurs de mes étudiants toutes ces COP et fait des rapports chaque année pour la communauté scientifique sur qu'est-ce que représentaient ces grands meetings annuels et comment ça fonctionnait, etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais disons que pendant la première décennie jusqu'à Copenhague, c'est-à-dire la conférence de Copenhague, c'est en décembre 2009, on a cru, enfin, l'idée, c'était d'arriver à un traité par le haut, disons, dans une démarche top-down, qui allait s'accorder et ensuite assigner à tous les pays des objectifs de réduction, des cibles de réduction. Bon, et puis, et ça piétinait, bien sûr, à cause de ce que je vous ai dit, puisque les États-Unis ne s'y engageaient pas. Ensuite, pendant ce temps-là, je dirais que les pays en développement, en particulier les pays pauvres en développement, se sont familiarisés au problème, parce que comme je le dis et le répète, ça n'a pas été absolument simple au début. C'est-à-dire que ces pays étaient climato-sceptiques. J'ai fait énormément d'entretiens avec les délégations de ces pays. Et là, je salue ici quelqu'un qui est décédé il y a un mois, Salémoul Huq, qui a été un des leaders des pays en développement pauvres, qui était du Bangladesh. Et qui a joué ensuite un rôle très important dont on aura l'occasion de parler, en particulier pour le thème des loss and damage, etc., dont on aura l'occasion de parler. Voilà, en tout cas, ces pays-là, je ne dis pas lui, évidemment que non. Lui, il était un scientifique qui était passé d'ailleurs du côté de la délégation du Bangladesh. Mais on a discuté avec lui pourquoi ces pays ne croyaient pas vraiment en ce péril pendant ces années-là. Parce que finalement, ils avaient l'impression que c'était un cauchemar que les gens du Nord avaient fabriqué pour empêcher leur développement. Et en particulier aussi, la façon dont le problème était cerné, c'est-à-dire voilà l'année de référence 90, etc., qui représentait rien pour eux. Ce n'était pas un moment où ils avaient à baisser ou quoi que ce soit, enfin, bon, etc. Toute cette construction qui était transposée d'une certaine façon de la construction scientifique du problème vers
la politique ne les concernait pas. Bon, donc ils étaient assez... Mais ce que je crois nous avons bien décrit, il y a eu pendant plusieurs années un travail de persuasion, d'explication, etc., des scientifiques avec les ONG et les délégations des pays pauvres, ce que nous avons appelé cette alliance, cette grande alliance entre ces trois groupes qui a abouti vraiment au fait que les pays en développement les moins avancés, les plus menacés, non seulement ont compris que le changement climatique existait, mais qu'ils en seraient les premières victimes et qu'ils étaient particulièrement menacés, vulnérables, etc. Et donc, cette décennie, c'est ça. Et à Bali, on peut dire qu'en 2007, voilà, le changement, le basculement est à peu près réalisé. C'est le moment où le GIEC a le prix Nobel de la paix, etc. Et où vraiment les pays en développement ont occupé la scène qui était laissée vacante, je dirais, par les États-Unis. Et l'Europe, elle faisait ce qu'elle pouvait avec une certaine bonne volonté pour faire avancer les négociations. À Copenhague, je le redis aussi parce que ça a été un truc incroyable, c'est-à-dire le monde entier a cru qu'on allait changer le climat avant la COP de Copenhague, puisqu'il y a eu 50 éditoriaux publiés dans le monde entier, le même éditorial, Le Monde, New York Times, en Chine, en Inde, partout, du genre, voilà, c'est demain, ça commence demain et c'est décisif, etc. Évidemment, il ne s'est rien passé du tout. C'était même la catastrophe, puisque le président Obama est arrivé, on croyait que tout allait changer dans l'attitude des États-Unis, mais non, il a été dans la droite ligne de ce que faisait Bush, c'est-à-dire impossible de faire avancer la négociation si la Chine et les grands émergents n'ont pas eux aussi, n'entrent pas de plein pied là-dedans, parce qu'ils avaient déjà évidemment anticipé les grands émetteurs qui allaient bientôt les dépasser. Et d'ailleurs, de fait, ils les avaient dépassés en 2007. La Chine avait dépassé les États-Unis en 2007, alors qu'on croyait que ce serait en 2030, 10 ans avant. Bon, donc cette croissance inédite de la Chine et des grands émergents a été très importante là-dedans. Bon, donc voilà, Copenhague. Après, on a failli arrêter le processus COP. Je crois que c'est quelque chose qui n'est pas su non plus. C'est-à-dire que l'année suivante, à Cancun, l'Europe avait pris un coup sur la tête incroyable, une humiliation universelle, je dirais. Et puis bon, ils étaient dégoûtés, quoi. Ils se disaient, ça ne marchera jamais. Donc, on laisse tomber tout ça. Peut-être, Ami, par rapport à 2 points. C'est trop long. Un peu. Bon. Parce que l'idée, c'est aussi qu'on discute de la COP 28. Mais justement, je voulais vous. Non, mais. Alors, pour rebondir sur. J'arrivais au bout. Pour rebondir sur ce que vous avez dit, notamment sur les pays en développement et les États-Unis, est-ce que vous pouvez faire des liens, continuer l'historique, mais faire des liens avec la COP 28? Parce que les pays en développement, à la fois à Sharm el-Sheikh et à cette COP 28, vont avoir un discours autour. Enfin, on fait avancer le sujet des pertes et dommages. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aborde le sujet des pertes et dommages dès maintenant. Et après, dans une petite seconde question que j'ai, c'est autour des États-Unis, puisque Joe Biden ne viendra pas à cette COP. Donc, est-ce que vous pouvez, donc, justement, à partir de ce que vous avez pu dire sur le rôle montant des pays en développement dans les années 2010, nous expliquer qu'est-ce qui est à l'agenda quand on parle des pertes et dommages pour la COP 28 qui va être... Je veux dire, à Bali, en 2007, on a créé le Green Fund. C'est-à-dire, c'était le moment où les pays ont dit qu'ils avaient besoin d'argent pour s'adapter, les pays en développement pauvre. Donc, on a créé ça avec la promesse, à ce moment-là, de leur donner 100 milliards par an voilà, pour s'adapter. C'est 100 milliards. Donc, je passe sur les discussions très, très longues, ce qui caractérise la façon de négocier, hein, qui sont procédurières, etc. On peut anticiper ce qui va se passer à Dubaï. Je pense que la première semaine sera entièrement occupée par l'alinéa 2.1c où on va discuter du fonds pour les pertes et dommages qui a été décidé l'année dernière, mais qui n'a pas été, dont toutes les modalités précises n'ont pas été décidées. On ne savait même pas l'année dernière, en toute fin de Sharm el-Sheikh, qui
aller véritablement prendre en main? Est-ce que ce serait un fonds dirigé par la Banque mondiale et les banques en développement, ce que voulaient les États-Unis et d'autres pays, ou est-ce que ce serait les pays directement du Nord qui allaient payer ce que, évidemment, revendiquent les pays pauvres qui veulent avoir un accès direct au financement, bon, etc. On n'avait rien décidé de tout ça. Dans l'année qui a entre les deux, bah, ça ne s'est pas beaucoup éclairci, un petit peu quand même, mais pas forcément. C'est-à-dire que finalement, les pays pauvres ont accepté que ce soit quelque chose qui est finalement pris en main par la Banque mondiale. C'est ça qui a été décidé récemment. Il y a eu un document qui a été accepté à une pré-COP de Bonn récemment, mais il y a encore beaucoup de contentieux autour de ça. C'est-à-dire comment exactement, enfin, toutes les modalités précises ne sont pas là. Et donc, c'est clair que, voilà, je pense que la première semaine, ça va être pris par ça. Maintenant, si on peut parler si vous voulez que j'accélère, je pense que ce qui va se passer, c'est que la première semaine sera occupée par ça dans les négociations. Hein. Pendant ce temps-là, M. Jabert et les autres, tous les représentants des industries fossiles qui ont été invités largement à cette COP, parce que c'est ça, c'est une COP des industries fossiles qui ont été. C'est pas la première fois totalement. Hein. C'est pas la première fois. Il y a eu les COP à Poznan, à Varsovie, à Katowice. En Pologne, il y a toujours des industries du charbon fossile, tout ça qui étaient là. Hein. Mais là, c'est quand même à un degré énorme. D'abord parce que c'est une des plus grandes compagnies pétrolières du monde. Voilà, la 5e ou je ne sais plus combien, mais enfin une des très grandes. Le pays lui-même se projette là-dedans sur la scène comme les Émirats, c'est maintenant une des puissances pétrolières du Moyen-Orient les plus importantes. On peut discuter, je ne veux pas prendre tout le temps là-dessus, enfin c'est clair que c'est ça. Et donc on a un mélange des genres cette année qui est inédit dans l'histoire des COP. Alors, on peut critiquer les COP, les gens disent à quoi ça sert, à quoi ça sert. Tous les pays les veulent, ces COP. Tous les pays du Sud les veulent. Mais pour eux, il n'est pas question de supprimer le processus. Donc moi, je trouve que ces discussions sur est-ce qu'on arrête les COP, etc., ça ne sert à rien, parce qu'elles auront lieu. Elles auront lieu, les pays du Sud se sentent, oui, bien dans ces COP. Ils sont représentés, ils ont une voix égale aux très grands, à la Chine ou aux États-Unis, ils peuvent parler, que ce soit Madame Mottet de la Barbade, qui l'année dernière a joué un rôle important dans la ratification, enfin dans l'adoption de ce principe des loss and damage, oui. Et donc, ils ne veulent pas le supprimer. Et comme vous m'avez coupé, mais c'était ce que je voulais dire, à Cancun, c'est eux qui ont sauvé le processus. Ils se sont opposés complètement à l'idée que ce soit supprimé. Et ça a été une euphorie parmi eux quand finalement la présidente mexicaine a fait adopter une résolution comme quoi le processus continuait, etc. J'ai assisté à toutes les COP, j'ai jamais vu une joie comme ça, même bien au-delà de l'accord de Paris, bien au-delà de l'accord de Paris et de ce qu'on a dit être la joie de l'adoption. Là, c'était beaucoup plus. On sauvait le processus. Pour faire quoi, on ne sait pas très bien, mais on veut y être. Et donc, ça ne sert à rien de dire qu'on va le supprimer, selon moi. Bon, non, mais j'en profite pour sur la présence américaine. Finalement, qu'est-ce que ça représente? La présence américaine, et on peut en parler évidemment. Vous imaginez bien que les États-Unis ont été très longtemps la puissance majeure dans ce processus. C'était le plus grand émetteur, c'était la première puissance économique mondiale. C'était très important. Donc, à partir du moment où ils se sont retirés, ça a paralysé le processus. Ensuite, quand finalement Obama, on a renversé la méthodologie, donc après Copenhague, et ce que j'ai dit, c'est-à-dire Obama et les Chinois se sont mis d'accord sur l'idée finalement qu'on allait faire une démarche bottom-up. Chacun volontariste, finalement, chacun dira ce qu'il peut faire, ce qu'il veut bien faire, etc. Et ça, c'est à partir de Durban, c'est-à-dire la COP qui suit Cancun, entre les deux, je crois qu'il y en a une à Nairobi ou autre comme ça. Enfin bon, à partir de 2013,
eh bien, on va le faire. Et donc, on va tranquillement vers ce qui a été l'accord de Paris. Et finalement, l'accord de Paris, c'est l'intériorisation et la coagulation de toutes les limitations possibles. Tous les pays disent ce qu'ils veulent bien faire et pas plus. Et comme on ne va pas les obliger, on est trop content, on a intériorisé tous les blocages, on en a fait un paquet et ça marche. Et ça marche. Et donc, voilà, les pays en développement les plus pauvres, quand même, et sous la direction de Salim Huq, qui vient de disparaître, impose au dernier moment les 1,5 degrés comme étant un seuil plus ambitieux que 2 degrés parce que plusieurs des pays qui font partie de cette coalition disparaîtront et seront gravement, soit disparaîtront pour les petites îles submergées, soit seront gravement touchés par les dégâts dès 1,5 degré de seuil d'élévation de température. Et donc, ils imposent ça. C'est un peu un coup de théâtre dont on avait vu venir quelques éléments dans les pré-COP de l'automne, hein, vraiment très récemment, avant l'accord de avant Paris décembre 2015. Ils le font. Moi, j'ai une analyse, je l'ai dite à plusieurs reprises, ce seuil de 1,5 degré, dans un premier temps, et avec les scientifiques, parce que j'ai vu les scientifiques, comment ils ont réagi à ça, parce que la plupart, beaucoup n'étaient pas au courant vraiment de cette introduction de ce seuil. Ça a été la grande surprise, parce qu'ils savaient que déjà 2 degrés, c'était très dur. On n'y était pas, on n'y arrivait pas, etc., à mettre des trajectoires, des scénarios et tout, pour garder les 2 degrés. Comme il n'était pas question de parler de sobriété ou de quoi que ce soit, parce que évidemment, c'est ça le problème. Hein. On est dans ce que nous avons appelé avec mon co-auteur un schisme de réalité. C'est-à-dire, voilà, on discute, tout va bien, machin, etc. Et puis la réalité du monde, la compétition internationale, l'explosion du commerce, l'augmentation des échanges, l'augmentation des émissions, ça c'est autre chose. Et on n'en parle pas. Et c'est complètement disjoint. Donc ça, c'est vraiment le schisme. Et 1,5 degré, c'est un élément supplémentaire de ce schisme. Parce qu'on donne un seuil encore plus ambitieux, encore plus difficile à atteindre, et on dit on va y arriver, on peut y arriver, et en fait, voilà, maintenant nous sommes 8 ans après l'accord de Paris, on avait dit ça, donc le GIEC a fait un rapport dans les 2 ans qui ont suivi, a déployé beaucoup d'efforts et voilà, il l'a fait relativement habilement parce qu'il n'a pas dit c'est possible, mais il a expliqué quand même dans le livre comment chaque demi-degré comptait, augmenter les impacts. Et il a fait un travail assez extraordinaire de ce point de vue-là et pluridisciplinaire, mais de fait, on voit bien que depuis 8 ans, que fait le GIEC? Il n'arrête pas de dire, être de plus en plus alarmiste, et en même temps de dire c'est possible, c'est possible. Non, c'est plus possible là, maintenant. Le 1,5 degré, moi, je considère que c'est plus possible. Et il faudrait descendre de 40% d'ici 2030. Parce que les émissions, depuis 2015, elles n'ont pas été d'augmenter. De 2% à peu près, en moyenne, sinon au début plus, maintenant, disons, il y a eu le Covid, tout ça, autour de 2% par an. Et nous en sommes à 37 gigatonnes par an d'émissions cumulées du monde. Donc voilà, donc on ne peut plus. Et puis, ça pose d'ailleurs le problème maintenant, ça c'est en plus de la discussion, je pense qu'on rappelle donc vraiment avec ce que j'ai une auteure du GIEC, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire maintenant dans cette situation de fracturation totale géopolitique du monde, des textes qui sont adoptés par tout le monde mot à mot. C'est-à-dire y compris, les États-Unis, l'Arabie Saoudite, la Chine, la Russie, tout ça. Donc vous imaginez quoi, leur ratification du 6e rapport du GIEC, ça a pris 18 mois en coulisses, du rapport de synthèse pour décideurs, le résumé pour décideurs. Bon, qui a été accepté, qui a été rendu public cette année, il y a 2-3 mois. Donc voilà la situation. Je peux en dire d'autres, mais bon.
Je vous propose, merci beaucoup. Merci Yamina Sef de nous avoir rejoints. Donc vous allez évidemment avoir l'opportunité de rebondir sur ce qui vient d'être dit. Juste avant ça, je vous présente, vous êtes docteur en énergétique, experte des politiques d'atténuation, et vous êtes membre du GIEC. Au sein du groupe 3, donc peut-être que rapidement on peut présenter donc, ce groupe 3. Il y a 3 groupes au sein du GIEC. Un premier groupe qui travaille sur finalement les conclusions, oui, les constats, la physique du climat. Qu'est-ce qui se passe, l'étude et finalement le fait de résumer l'ensemble des études scientifiques qui ont porté sur le constat d'où en est le système climatique. Un deuxième groupe qui travaille sur les impacts que ça peut avoir sur les populations, et un troisième groupe dont vous faites partie, qui a l'énorme charge de travailler sur les pistes d'atténuation, c'est-à-dire de baisse des émissions. Vous avez notamment travaillé sur le thème qui a été abordé par Ami Dahan de la sobriété, comme un sujet qui n'est absolument pas abordé dans les COP. Et alors, évidemment, vous pouvez rebondir sur tout ce qui vient d'être dit, mais tout en gardant également l'enjeu de la COP 28 au cœur de ce que vous pouvez, de votre réponse. Et ce contexte géopolitique dont vous venez de parler, Ami, le fait que à la fois le président de cette COP soit aussi le président d'une des plus grandes multinationales de pétrole et de gaz, le fait que les pays en développement aient depuis quelques années un poids dans les négociations qui soit de plus en plus important, et comment est-ce que, à la fois en tant que membre du GIEC et observatrice de ces COP successives, vous analysez les grands enjeux de cette COP, que ce soit techniquement comme géopolitiquement. Bonjour. Alors, peut-être juste une petite rectification. Je ne suis pas membre du GIEC. On ne peut pas être membre du GIEC. Ce sont les États qui sont membres du GIEC. Nous, on est auteurs. Moi, je suis juste autrice du GIEC et j'ai travaillé sur le rapport 3. Alors, cette COP-là est importante dans le processus de l'accord de Paris parce que c'est là qu'on fait le bilan, que les gouvernements vont faire le bilan de ce qu'ils ont pu atteindre après l'accord de Paris. Et ensuite, ils vont décider de mesures supplémentaires s'ils prennent la décision de mesures supplémentaires pour rectifier ce qui ne va pas. Le souci qu'on a, c'est que depuis l'accord de Paris, les émissions annuelles mondiales ne font qu'augmenter. Elles augmentent de 1,4% par an. Donc, on n'a pas réussi à baisser les émissions. Et il est peu probable qu'avec un accord comme l'accord de Paris, on arrive à baisser les émissions parce qu'il n'y a pas d'obligation de baisser les émissions. Il y a une obligation pour les États signataires de l'accord de Paris de produire une feuille de route pour baisser les émissions. Et donc, c'est vraiment une démarche volontariste. Et il n'y a pas de moyen dans l'accord de Paris d'aller dire au pays que votre feuille de route va nous amener, par exemple, à plus, va dépasser l'objectif du 1,5. Aujourd'hui, lorsqu'on prend toutes les politiques décidées, actées, et les politiques qui prévoient de faire acter. Par exemple, si on prend le paquet énergie-climat de l'Union européenne qui vise une réduction des émissions de 55% d'ici 2030 par rapport à 90, on s'achemine vers un réchauffement planétaire d'ici la fin du siècle de l'ordre de 3 degrés, 3,9, 3 degrés. Donc, on est très loin du 1,5. Le souci que l'on a, c'est que sur le plan légal, il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'instrument qui permet d'imposer aux États d'aller et de redescendre vers le 1,5. Et dans le cadre de l'accord de Paris, donc ils vont discuter, là, on savait qu'on n'était pas sur la bonne voie, ils vont discuter et puis les États ont obligation de revoir s'ils veulent bien, de soumettre, ils ont obligation de soumettre une nouvelle feuille de route en 2025, si je ne me trompe pas. Cela ne veut pas du tout dire que la nouvelle feuille de route devra être ambitieuse pour être dans le 1,5. Donc, c'est juste une soumission d'une feuille de route. En fait, les feuilles de route de l'accord de Paris, c'est un peu comme les décisions qu'on prend le 31 décembre. Eh ben, je pense qu'on est nombreux à en prendre beaucoup, à ne pas les tenir. On n'est pas très fiers vis-à-vis de nous-mêmes. Et puis, bon, ben, on continue. L'année, au 31 décembre, on reprend encore d'autres décisions. On va certainement le faire encore. Et donc, c'est un peu ça, la COP. C'est un peu ce qui est devenu la COP. Et pardon, j'avais raté l'autre. Sur
le contexte géopolitique sur Oui, et puis les pays en développement. En fait, j'avais eu l'opportunité cet été, en juillet, de rencontrer Selnum que Ami mentionnait. Et il revenait de la réunion à Bonn, parce qu'avant la COP, en fait, il y a une réunion très importante en juin à Bonn. Et en vérité, quand ça se passe mal à Bonn, on sait que la COP va être un échec. Et donc, lui, il était à Paris pour des discussions avec plusieurs chercheurs. Et on s'était retrouvés à l'Université de Columbia. Et là, il explique que c'était un échec. Il était choqué non seulement parce que c'était un échec, mais comment est-ce qu'ils ont fait échouer. Ils étaient en train de faire échouer l'idée du fonds Loss and Damage, qui est une idée qu'il a soutenue et je pense qu'il a portée, et je pense qu'elle vient de lui à l'origine. Et je lui pose la question, mais pourquoi est-ce que vous y allez encore? Et là, il me répond, moi, je représente le Bangladesh. La COP est le seul forum international où j'ai un siège. Il n'a pas dit qu'il avait une voix. C'est pas pareil. Il a un siège. Il a dit toutes les décisions, le G7, le G20, toutes les décisions sont prises sans nous. Et là, c'est le seul endroit où on a un siège. Et je lui réponds, est-ce que ça suffit d'avoir un siège? Visiblement non, puisque et il dit, oui, ça c'est une grande question philosophique. Et notre conversation s'est arrêtée là. Puis c'est bien dommage qu'il soit mort parce qu'on n'a pas pu continuer sur cette conversation-là. Et donc, les pays du Sud, en fait, si on regarde la question du loss and damage, l'idée de ce fonds-là, à l'origine, ce n'était pas du tout de faire passer ce fonds-là par la Banque mondiale, qui est une banque qui est issue des institutions mises en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui sont des institutions qui ne prennent pas en compte, en fait, les pays en développement, les besoins des pays en développement, qui travaillent à l'encontre des besoins des pays en développement. En vérité, c'est ça, la Banque mondiale. La Banque mondiale finance énormément les énergies fossiles. Et les pays en développement, le coût du capital pour les pays en développement, on a vu une baisse, mais incroyable, de l'ordre de, si je me souviens bien les chiffres, de l'ordre de 88% pour le solaire, la technologie pour produire de l'énergie solaire, et de plus de 50% pour l'éolien. Mais les pays en développement, aller installer un panneau solaire dans un pays en développement, ça coûte excessivement cher, beaucoup plus cher que de l'installer dans un pays riche, parce que le coût du capital pour ces pays-là est excessivement cher. Il est rendu cher par des institutions comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, où ce sont des institutions où les grandes puissances ont encore un droit de veto. Et donc, du coup, en faisant passer ce fonds-là par la Banque mondiale, les pays du Sud, ils sont hors d'eux, mais c'est ça ou rien. C'est ça le problème. Donc, on n'est pas du tout dans une négociation d'égal à égal. Ce n'est pas vrai. On est juste assis les uns à côté des autres. On n'est pas d'égal à égal. Et en plus, la Banque mondiale va prendre un overhead de l'ordre de 24% sur donc chaque euro qu'on va donner à la Banque mondiale, qu'on donnerait, parce qu'on ne sait pas encore qui va donner, parce que les Américains, de ce que j'ai compris, mettent comme condition qu'ils vont donner à ce fonds-là uniquement si la Chine aussi donne de l'argent. En fait, en gros, donc ça ne va pas se faire. Mais sur chaque euro qui est donné, sur chaque euro qui est donné, il y a 24% qui partent en overhead pour la Banque mondiale. Et en plus, donc, si c'est la Banque mondiale, donc, a priori, ça serait plutôt des prêts, alors que pour payer pour les dommages, en fait, ça devrait être des dons. Des dons parce qu'on doit payer. En fait, en gros, c'est comme si que moi, moi, je suis à vélo, je vous percute avec mon vélo, et puis je vous demande de me payer parce que je vous ai percuté avec mon vélo. C'est un peu ça, quoi, la logique dans laquelle on est. Donc, c'est pas très logique, ce truc-là. Un petit point technique pour ceux qui n'ont pas suivi ce qu'était loss and damage ou pertes et dommages. Donc, il y a eu ce qui a été mentionné par Amidahan tout à l'heure. En 2009, plusieurs États se sont engagés à un fonds vert pour le climat de 100 milliards qui devait atteindre 100 milliards d'ici 2020 par an. Donc, l'idée était que ce fonds vert pour le climat puisse aider les pays en développement à s'équiper pour leur transition énergétique, pour atténuer leurs émissions et pouvoir se développer. Comme vous avez dû le suivre, parce que c'était l'objet de nombreux retours médiatiques, est-ce qu'on atteint les 100 milliards? Est-ce qu'on atteint les 100 milliards? Est-ce qu'on atteint les 100 milliards? Ça a été l'objet de discussion chaque année autour de la période des COP. En plus, en addition à ce fonds, la question de l'année dernière des pertes et dommages, elle concerne les pays donc les plus exposés, les plus vulnérables et les moins avancés, qui subissent déjà les impacts du changement climatique et qui donc cherchent à être compensés financièrement pour les pertes et dommages
qu'ils peuvent imputer aux conséquences du changement climatique. Voilà pourquoi ce fonds s'appelle pertes et dommages, en anglais, loss and damage. Et donc la question du financement, c'est toujours le cœur des négociations. Non, la question du financement n'est quand même pas le cœur des négociations. Je ne suis pas d'accord. Justement, je ne suis pas d'accord avec ça, du tout. C'est-à-dire que, bon, par exemple, les 100 milliards, on est à 84 milliards. Je suis d'accord que c'est scandaleux qu'on n'arrive pas aux 100 milliards. Enfin bon, ça ne va pas changer la face du monde qu'ils aient 100 milliards plutôt que 84 milliards. Parce que bon, de toute façon, les besoins sont de 300-400 milliards par an, on le sait. Donc voilà, ça, c'est pas ces 16 milliards qui vont changer tout. Mais surtout, tant qu'on ne sort pas des fossiles, évidemment, les dégâts, les perspectives de dégâts, les perspectives d'événements climatiques terribles s'accroissent. Et donc, c'est ça qui devrait être le cœur de la négociation. Donc, je pense que c'est très important de voir que quand on met tout le temps en avant le problème de l'argent, c'est aussi au détriment de la question de la sortie des fossiles. Et c'est la stratégie de la présidence actuelle, et ça a été la stratégie de l'Arabie saoudite et de Sharm el-Sheikh l'année dernière. C'est-à-dire de considérer, on a eu ce débat ici même à l'issue du truc, de la COP27. Moi, j'avais dit, ce n'est pas un succès, Sharm el-Sheikh, ce n'est pas un succès. On n'a pas parlé des fossiles, on a squeezé le problème, etc. Et plusieurs personnes, ici même, m'ont dit, mais non, mais c'est quand même super important qu'on ait décidé loss and damage. Bon, on voit bien que c'est une fabrique de la lenteur pour les problèmes de l'argent, etc. Et ma collègue insiste beaucoup sur le fait que c'est les pays pauvres, etc. Oui, mais il y a aussi des méga pays riches parmi les anciens pays en développement. C'est-à-dire que les pays pétroliers, ils ne veulent pas non plus donner d'argent. Or, ça fait partie maintenant des pays les plus riches du monde. La Chine, elle ne veut pas donner, elle ne veut pas participer non plus au... Alors, pourquoi ? Parce qu'elle considère qu'elle donne dans l'entreprise assez coloniale, il faut bien le dire, des routes de la soie, où elle participe, dit-elle, au développement des pays qu'elle traverse, que ces routes de la soie traversent. Et dont ces routes, on sait qu'aujourd'hui, elles drainent, elles aussi, les énergies fossiles de tous les pays d'Asie centrale, et elles permettent la circulation des exportations et des importations de la Chine dans le monde entier. Donc, il n'y a pas de bisounours là-dedans. Hein. La Chine a plein d'intérêts qu'elle défend énormément, un pays non démocratique et très autoritaire. Bon, les États-Unis, je ne leur fais pas de cadeau non plus, hein, ce n'est pas le problème. Mais donc, il faut quand même faire une analyse assez lucide des rapports de force aujourd'hui sur la scène mondiale. Et ce n'est pas simplement l'Occident contre les autres. Ça, c'est l'ancienne fracture d'après la Deuxième Guerre mondiale et des 30 glorieuses, etc., où les États-Unis étaient jusqu'au tournant du 21e siècle. Maintenant, les choses sont beaucoup plus fracturées. On le voit avec la Russie et Poutine, comment il agit en Europe et ailleurs. Voilà. Et c'est un pays aujourd'hui qui ne vit que par les fossiles, et d'autres pays comme l'Inde, qui aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle achète le gaz et le pétrole russe, elle le raffine et elle le vend partout. Donc, elle utilise aussi ce lien avec les fossiles pour s'enrichir et se développer, alors que 200 millions d'intouchables et de musulmans en Inde sont dans un état de répression et de pauvreté incroyable et n'ont le droit à rien. Non, je veux dire, il faut voir que la situation mondiale est terrible. Elle est terrible dans beaucoup de secteurs du monde. Donc, voilà où est-ce qu'on est. Donc, je m'oppose à cette vision simpliste qui consisterait à penser que les seuls ennemis, c'est l'Occident historiquement développé. Bon, très vite, on va faire le bilan des émissions et il est largement partagé par les autres et la Chine a largement dépassé. Justement, non. Alors, quand on fait le bilan des émissions, lorsqu'on regarde les émissions cumulées, parce que dans les émissions, en fait, depuis le départ,
le souci qu'on a, c'est que tous nos objectifs climatiques sont basés sur les émissions territoriales. Et pour nous, Européens, c'est à partir de 90 qu'on fait des trajectoires de baisse d'émissions. Et en vérité, ce qui fait le changement climatique, ce n'est pas juste les émissions d'aujourd'hui. Donc, c'est comme ça qu'on entend dire que la France représente moins de 1%. Donc, pourquoi nous mettre la pression? C'est vrai qu'aujourd'hui, nos émissions, notre part aujourd'hui est faible parce que c'est une question du développement du monde. Mais ce qui fait le changement climatique, ce n'est pas juste les émissions d'aujourd'hui, ce sont les émissions cumulées. Et lorsqu'on regarde les émissions cumulées, là, on ne peut pas nier la responsabilité des pays qui se sont industrialisés en premier. Il se trouve que, pour des raisons historiques, ce sont des pays dits occidentaux, des pays de l'OCDE. Après, lorsqu'on regarde, même aujourd'hui, lorsqu'on regarde les émissions par habitant, en fait, c'est les pays du G20, en vérité, qui sont responsables de la crise climatique. Si on veut élargir, ce serait les pays du G20. Mais les G20, c'est 20 pays. Et le reste du monde, je pense qu'on est 196 pays, on est à peu près 200 pays. Et donc, en fait, c'est 20 pays qui polluent, qui sont responsables de la crise climatique, qui prennent les décisions, qui bloquent. Ce sont ces 20 pays-là. Après, il y a un jeu d'acteurs entre ces pays-là, qui n'est plus, bien sûr, le jeu d'acteurs qu'on avait dans les années 60, ce qui est normal parce qu'aujourd'hui, il y a des émergents qui sont forts. Donc, quand on regarde les émissions par habitant, et là, on se rend compte que les seuls pays qui sortent, les pays dits en développement, où les émissions par habitant, ils sont classés parmi les 20 premiers, on trouve l'Arabie saoudite, on trouve l'Iran, on trouve les Émirats arabes unis, et puis les autres, en fait, on retrouve des historiques. Et ça, c'est quand même une réalité. C'est quelque chose qu'on calcule. Ça, c'est juste un constat, quoi. On peut pas jouer avec ces chiffres-là. Bon, je peux ajouter des chiffres, puisqu'on est dans les chiffres. Si on considère un ensemble de 17 pays qui représentent 1 milliard de personnes en 2021, pour lesquels 3/4 de l'énergie fossile mondiale transitant sur le marché mondial sont produites par ces pays-là. Donc, avec un contenu en carbone de leurs exportations, disons, qui est de 10 gigatonnes par an, alors que leurs propres émissions territoriales sont faibles, relativement faibles, elles ne sont que 5 gigatonnes. Ces pays, c'est qui? Je les cite par ordre alphabétique, hors Occident, c'est-à-dire hors États-Unis, Canada et Australie. Et la Norvège. Et Norvège, tout à fait raison. Alors, c'est Afrique du Sud, Algérie, Arabie Saoudite, Australie, Émirats arabes unis, Indonésie, Irak, Iran, Kazakhstan, Koweït, Libye, Nigeria, Norvège. En fait, dans ce truc, il y a la Norvège. Norvège, il n'y a pas, si vous voulez, les États-Unis, qui sont évidemment le truc majeur, qui a une production de fossiles énorme et aussi des émissions très importantes. Qatar, Russie, Turkménistan, Venezuela. Donc, on voit que, si vous voulez, la moitié des rejets mondiaux, c'est eux. La moitié seulement. Hein, les autres, c'est évidemment les États-Unis, l'Europe, etc. Hein, mais ce n'est pas rien, la moitié. C'est 10 plus 15. Donc, et là-dedans, bien sûr, il n'y a pas la Chine. Donc, si vous voulez, ces pays, dont évidemment les plus gros producteurs qui sont là-dedans, c'est parce qu'il y a des pays relativement pauvres, comme la Libye ou bien, je ne sais pas moi, le Kazakhstan, enfin, il n'est pas très pauvre, mais enfin, oui, c'est quand même pas des. Mais si vous voulez, ces pays, dans leur ensemble, ont quand même là-dedans, ceux qui sont les plus importants, bien sûr, c'est l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, la Russie et les pays du G20. Bon, les pays du G20. Les pays du G20 dans l'ensemble, oui, il y a l'Inde, il y a tout ça dans les pays du G20. Hein. Aujourd'hui, les pays du G20. Donc, je suis d'accord. Mais ce qui est important de souligner, c'est que justement, dans les pays du G20, vous avez la Chine, l'Inde, etc., qui sont maintenant là-dedans. Et qui donc, on ne peut pas dire que c'est simplement les historiquement développés contre les autres. Les fractures sont beaucoup Mais plus vous êtes d'accord que les grandes décisions du monde se prennent au niveau du G20 et pas du tout à la COP? La COP, c'est quand même une mascarade. Ben oui, quand même. Il faut arrêter de dire que c'est à la COP, c'est grâce à la COP qu'on va réduire les émissions. Les grandes décisions du monde, et elles ne se prennent pas à la COP. La COP, c'est de la récréation diplomatique, ça.
Oui. C'est pas du tout. Ben oui, c'est pas là que se prennent les grandes décisions. Les grandes décisions se prennent. Il y a une bonne partie des grandes décisions qui se prennent au G7. Le G7, c'est quand même nous. Il faut pas nier une réalité qui est un fait historique. Et après, il y a d'autres décisions qui se prennent au niveau du G20. Et le G20, ce n'est pas le Bangladesh, ce n'est pas les pays qui subissent les changements climatiques. Alors, je reviens à la question de mettre fin aux énergies fossiles. Alors, pourquoi est-ce que si c'est confirmé que le fonds va à la Banque mondiale, ça veut dire qu'on l'aura tué? Pourquoi? Parce que y a, dans le monde des énergies fossiles, la Banque mondiale a fait beaucoup. Alors, on a inventé ce qu'on appelle Power Purchasing Agreement. Donc, si vous êtes un pays pauvre, vous avez besoin de sortir votre population de la pauvreté, donc vous avez besoin d'électricité et d'énergie. Et donc, les compagnies énergétiques, toute énergie confondue, y compris celles qui produisent que de l'électricité, on a inventé, et c'est quand même une invention OCDE, World Bank, FMI, ce qu'on appelle le Power Purchasing Agreement. Donc, c'est un accord sur 30 ans. Donc, moi, si je veux investir dans un pays, par exemple au Bangladesh, je vais passer, la Banque mondiale va donner un prêt au Bangladesh et moi, entreprise occidentale, je vais aller investir au Bangladesh. Pendant 30 ans, j'ai un prix de l'électricité fixe. Ces pays-là ne peuvent pas sortir de ces contrats-là. Et la plupart des contrats passés par la Banque mondiale, dans le cadre des prêts de la Banque mondiale, sont des contrats pour faire du charbon. Moi, j'ai plusieurs pays pauvres. Non. Moi, j'ai plusieurs pays pauvres qui viennent me voir, qui me disent « Est-ce que vous pouvez nous aider à nous sortir de ces contrats-là de 30 ans ?» Donc, quand vous avez des contrats comme ça qui ont été signés, peut-être avant l'accord de Paris, on peut dire qu'il y avait une amnésie à la Banque mondiale, donc les gens n'avaient pas compris qu'il y avait un problème avec les énergies fossiles. Mais quand vous avez des contrats qui ont été signés après l'accord de Paris, avec du charbon pour produire de l'électricité avec le charbon, dans des pays pauvres. Et donc, en fait, ces prêts-là, ils leur coûtent beaucoup, beaucoup d'argent à ces pays-là. Et ils sont là, donc après l'accord de Paris, s'il y a un accord qui a été signé même en 2015, pour 30 ans, ça veut dire qu'on en a jusqu'en 2045. Mais comment voulez-vous qu'ils sortent des énergies fossiles, ces pays-là? Mais c'est tout ça qu'il faut remettre en question. Et tout ça, on ne le remet pas en question. Et tant qu'on ne remet pas tout ça en question, eh ben, il y a des pays qui sont enfermés dans les solutions que nous avons inventées pour pouvoir faire de l'exploration. Alors, moi les cas que je connais, ils sont venus me voir pour l'histoire du charbon, mais pareil, ces Purchasing Power Agreement sont utilisés pour le gaz, pour le pétrole, etc. Et tout ça, ça passe par des prêts de la Banque mondiale. Et donc, du coup, ces pays-là, ils ne vont jamais s'en sortir. Et c'est pour ça que allez voir un pays en développement et vous allez lui dire, vous faites arrêter tous vos contrats de centrales à charbon, bah, il n'y aura plus d'électricité ni dans les hôpitaux, nulle part. Ils ne peuvent pas les faire arrêter. Parce que s'ils les font arrêter dans ces contrats-là, il y a des clauses qui disent, si vous les faites arrêter, si moi, gouvernement d'un pays en développement, je décide de faire arrêter ce contrat-là, je dois payer des compensations équivalentes à ce que la fameuse entreprise qui m'a donné ce contrat aurait pu gagner sur la durée du contrat. Et c'est impossible. C'est une équation qu'on ne peut pas résoudre. Et tout ça n'est pas discuté à la COP. Tout ça, ça ne fait pas partie des discussions de la COP. Et c'est pour ça que moi, je pense que c'est une mascarade et qu'il s'agit juste de la récréation diplomatique qui plaît bien à tous ceux qui se rendent à la COP. Bon, moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. C'est-à-dire, je n'ai pas du tout l'intention de défendre la Banque mondiale et de dire que c'est une banque vertueuse qui agit pour le bien de l'humanité. Hein. Entendez-moi, hein, c'est pas du tout ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est tout à fait possible d'obliger, d'ailleurs c'est déjà le cas, la Banque mondiale de ne plus investir dans le charbon. Ça, c'est quelque chose qui a été déjà adopté, qui a déjà été imposé. Depuis un certain nombre d'années, il est interdit à la Banque mondiale de le faire. Et il est possible, il n'est pas, et je suis d'accord que c'est une bataille qu'il faut mener ailleurs que dans les COP pour le moment, interdire aux banques en développement. La France, par exemple, la France, tout simplement, a promu depuis comment s'appelle, l'année dernière, quand il y a eu l'initiative de Madame Mottet avec le président Macron, il y a eu une sorte de réunion. C'est là d'ailleurs que Saleh Moulhak était venu assister, et d'autres, pour
avoir une sorte de coordination des banques en développement du monde pour justement ces questions de financement pour les pays les moins avancés. Puisque avec Madame Mottet, la présidente des Barbades, il s'agissait des PMA, des pays les moins avancés, qui je crois, ont tous ensemble, et ça comprend le Bangladesh et d'autres, tous ensemble ont un ensemble de rejets qui est de 0,4 gigatonnes par an. Donc c'est très très peu. Hein, c'est très très peu. Et donc ils ne sont pas tellement piégés par le charbon. Sinon, en tout que 0,4 gigatonnes par an sur 37 que le monde émet, c'est que ce n'est pas énorme et que c'est possible de les sortir de cela. Et la plupart d'entre eux n'ont pas un investissement déjà fait dans les fossiles. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas pour les pays les moins avancés d'investissement déjà, d'engagement déjà fait dans la voie des fossiles. Donc, parce que pour les pays, on voit bien que pour les pays riches, et y compris pour un pays comme la France, le problème il y a dans la difficulté de la transition, c'est à la fois l'investissement dans les renouvelables, etc., et la sortie des fossiles, et la sortie de tout ce qui est l'économie carbonée. Et avec tous les problèmes, à la fois de transition juste, socialement juste, comment est-ce qu'on fait pour les problèmes de chômage, de travaux, etc., de reconversion industrielle, etc., hein, de voitures, de mobilité et tout. Mais ces pays, les pays pauvres, les PMA dont on parle, eh bien, ils n'ont pas déjà cet investissement dans le fossile. Ils n'ont pas une économie développée de façon majeure de ce côté-là. Mais ils n'ont pas accès au capital. Oui, et ben justement, pas accès au capital. Oui, mais ça, le problème de l'accès au capital, effectivement, je suis d'accord avec vous, il faut une négociation dans des cadres de réforme de la finance mondiale qui se fait ailleurs que dans les COP, ça je suis d'accord, mais ce n'est pas une difficulté qui est insurmontable, enfin en tout cas si on la désigne comme telle, elle n'est pas insurmontable, elle n'a jamais été en tant que telle désignée. Et le problème justement qui est tout le temps rendu confus par le fait qu'on mélange ce problème de l'argent, des loss and damage et tout ça qu'il faut donner aux pays pauvres avec un accès direct pour eux, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a des tas de pays, je veux dire, au Maroc, en Libye, au Nigeria et je ne sais pas quoi, qui ont déjà un engagement, eux, économique, c'est des pays qui ne sont pas parmi les moins avancés. Ils sont voilà, parce qu'il y a plusieurs coalitions de pays dans les pays en développement. Il y en a qui sont les plus pauvres, c'est les PMA, mais il y a d'autres qui sont un peu différents et qui ont déjà des avancements. Et là, c'est stratégique de les inciter à se développer dans la direction décarbonée. C'est stratégique pour l'avenir du monde, parce qu'on sait très bien que, par exemple… Ce n'est pas ce qu'on fait. Non, si on prend, par exemple, la Banque européenne d'investissement, en 2020, je crois, ils ont adopté, c'était Bruno Le Maire qui avait porté ce projet-là, ils ont adopté une résolution que la banque ne soutienne plus des projets liés aux énergies fossiles, mais uniquement dans les pays de l'Union. Dans les investissements de la banque hors de l'Union, on continue à soutenir, il n'est rien dit, donc ça veut dire qu'on continue à soutenir des investissements dans les énergies fossiles. Et donc, cette décision-là, les pays en développement ne font pas partie de cette décision-là. C'est une décision qui est prise par les pays de l'Union européenne. Mais ce qu'il faut comprendre, et c'est ça, c'est bien ce qui est stratégique avec cette COP28, c'est que malgré tout, on ne peut pas dire que rien ne s'est passé. Vous avez bien vu qu'il y a eu un développement énorme des énergies renouvelables et une chute de leur coût qui est spectaculaire. Mais ça, on ne le doit pas à la COP. On le doit à l'investissement, à la décision du gouvernement chinois de faire un rattrapage technologique. Donc ça n'a rien à voir avec les décisions qu'on prend avec la COP. Peut-être. Mais je suis d'accord avec vous, totalement d'accord. Mais ça veut dire aussi que maintenant, où des possibilités d'équipements énergétiques existent, renouvelables, à des coûts tout à fait compétitifs et accessibles pour les pays en développement. Non, ce n'est pas vrai, madame. C'est ça qui n'est pas vrai. Quand vous achetez un panneau solaire dans un pays en développement, il coûte
parfois 20 fois plus que quand vous l'achetez dans un pays développé. Parce que le coût du capital est très cher pour ces pays-là. Non, mais Et donc, du coup, les pays en développement ne bénéficient pas de l'avancée qu'on a. Voilà, on désigne là un déblocage possible. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, avec cette possibilité qui s'entrouvre, je dis qui s'entrouvre parce qu'il y a encore des tas de problèmes financiers et de financement économique, etc., eh bien, ça devient stratégique d'appuyer là-dessus. Alors que les pays fossilistes, ceux qui produisent des fossiles, ce qui ne cherchent qu'à gagner du temps et à continuer à vendre leurs fossiles, y compris aux pays en développement pauvre et aux autres. C'est-à-dire qu'il est évident que, par exemple, les Émirats arabes unis qui organisent la COP et qui organise aussi ces rendez-vous et ces deals énormes sur les fossiles en marge de la négociation, ils ont invité tout le monde et on sait, d'après par exemple l'enquête rendue publique de la BBC qui a été rendue publique hier dans Le Monde et partout, eh bien tous les courriers des chefs d'État du Brésil, etc., qui viennent à la COP, ils viennent aussi pour avoir des rendez-vous en marge sur les grands contrats d'énergie qu'ils vont négocier avec ces pays. Donc, nous, par exemple, dans notre bouquin, on avait déjà anticipé le fait que s'il y a des choses qui avancent dans la répartition des énergies disponibles, dans le bouquet énergétique possible pour les pays, eh bien, les pays fossiles allaient prendre de l'importance et essayer. Ils avaient des intérêts. Et effectivement, la grande erreur de la COP, des COP, de tout le processus, c'est de nier que les pays ont des intérêts, qu'ils défendent mordicus comme des fous. Alors, les pays occidentaux, ça c'est sûr, les États-Unis, etc., ça c'est absolument évident. Bon, c'est dit en général parce que quand même on est contre les États-Unis et bon, on sait qu'il y a cet anti-américanisme classique de partout. Et c'est vrai que les États-Unis ont toujours défendu leurs intérêts mordicus, mais aujourd'hui, il y en a plein d'autres qui défendent leurs intérêts. La Chine défend ses intérêts, les pays pétroliers défendent leurs intérêts, et la Russie, de façon absolument violente et terrible, défend ses intérêts et développe ses énergies et veut les vendre. Donc aujourd'hui, c'est aussi ça. Et tout le reste du monde, l'Afrique, etc., et le champ de déchirement et de convoitise énorme. Et ça, il faut quand même s'en rendre compte. J'aimerais rebondir sur ce point. En fait, il va falloir que ce que je voudrais, c'est quand même qu'on ouvre la parole au public aussi. Surtout qu'on en est quand même revenu au nœud de cette discussion, qui est notamment la COP28 et le fait que la présidence de la COP28 soit assurée par un acteur clé des énergies fossiles, qui a été l'objet de votre discussion. Et peut-être pour faire le lien avec la conférence suivante, avant d'ouvrir la parole au public, Amida, vous disiez que beaucoup de pays, que ce soit des pays occidentaux qui ont un modèle de développement qui est basé sur les énergies fossiles, comme les pays qui sont exportateurs d'énergie fossile, ont intérêt à ce que perdure ce système d'échange de ces énergies. Donc, l'objet de la seconde conférence, qui est la géo-ingénierie, il s'inscrit directement dans ces intérêts-là, puisque en expliquant que l'on va pouvoir finalement jouer sur le climat pour freiner le changement climatique par d'autres moyens que la réduction des émissions, on continue à faire perdurer ce système. Et c'est pourquoi on voudrait, à l'IRIS et à l'Observatoire, faire advenir ce sujet de la géo-ingénierie comme un sujet géopolitique au cœur du futur, de l'avenir des négociations internationales. J'ouvre la parole au public. Est-ce que vous avez des questions à adresser à nos intervenantes? Les institutions post-Seconde Guerre mondiale, et de fait, c'est les pays du G7 et en moindre mesure du G20 qui financent cette institution. Vous nous avez dit, le fait que ce soit des prêts, ça pose problème parce que, eh bien, ça veut dire que les pays qui bénéficient de ces prêts doivent les rembourser. Or, aujourd'hui, puisque ce sont les pays occidentaux et par exemple la France, je me vois mal comment dire je peux donner de l'argent en étant le gouvernement français, sachant que j'ai un déficit public constant depuis 1981, que la dette est à 3 000 milliards d'euros et qu'on n'est déjà pas foutu chez nous d'investir assez dans les énergies renouvelables. Et au-delà de ça, donc de fait, de dire que comme nous avons de la chance d'être développés, on puisse participer plus que les autres, c'est une chose. Mais votre analogie du
Nous avons mis un coup de vélo aux pays émergents et aux pays non développés. Et donc, c'est à nous et là, on leur demande de payer pour le coup de vélo qu'on leur a mis. J'aime pas cette analogie. Moi, j'ai 20 ans, je suis responsable de rien. L'industrialisation française au 19e siècle, c'est pas moi. Je n'étais pas responsable. Ce ne sont pas les générations qui vont payer pour bien, les autres. Et si on ouvre ce genre de raisonnement pour le climat, qu'est-ce qui empêchera les pays émergents de dire, bah, écoutez, il va falloir que vous payiez pour la colonisation, que vous payiez pour tel sujet. Je pense que c'est une porte couverte quand même de dire, enfin, d'avoir ce genre de raisonnement à toutes les dérives possibles et imaginables et qu'on soit du fait placé en mauvaise position. On est vu comme des bourreaux de fait. J'aime pas cette idée. Est-ce que vous pouvez répondre de fait? Est-ce que vous pensez que les analogies que je fais ne sont pas bonnes ou est-ce que vous voyez une autre voie? Merci. Je réponds. La question de la Banque mondiale, ce qui pose problème avec la Banque mondiale, c'est la gouvernance de la Banque mondiale qui pose problème. Ce n'est pas le fait que cette banque-là existe. Le type de gouvernance ne permet pas et est déséquilibré. Il est en faveur de juste quelques pays et en vérité est en faveur des États-Unis. Et donc, toutes les décisions de la Banque mondiale sont en vérité des décisions américaines. Alors, on ne peut pas dire qu'on a une banque mondiale quand les décisions sont purement américaines, souvent américaines, ou tirées par... elles sont d'abord là pour satisfaire la position américaine. Sur l'enjeu générationnel, justement. Oui, oui. Alors, sur l'enjeu générationnel. Alors, quand on est français, ben, on hérite de la Tour Eiffel, mais on hérite aussi de nos émissions historiques. C'est juste un fait, ça. Et malheureusement, c'est comme ça. En fait, c'est juste un fait historique. Et on ne peut pas nier l'histoire. On est avec ça. Ça fait partie de notre héritage. Moi, mon fils est né français. Et donc, mon fils hérite à la fois de la Tour Eiffel et des émissions cumulées de la France. C'est comme ça. Et après, dans la question du changement climatique, ce qu'il faut comprendre, le point sur lequel je voulais revenir, en fait, la question du changement climatique remet en question la gouvernance mondiale qui avait été mise en place après la Seconde mondiale, qui est basée sur les États-nations. C'est pour ça qu'on est coincé, en fait. Donc, la COP est basée encore sur le concept d'État-nation. C'est pour ça qu'on a mis expliqué que chaque pays est en train de défendre, au groupe de pays, de défendre ses intérêts. La question du changement climatique, c'est que nos émissions, que ce soit qu'elles soient émises ici ou ailleurs, l'impact de ces émissions-là va se répartir partout. Et en fait, le changement climatique, les émissions de gaz à effet de serre ne s'arrêtent pas à nos frontières administratives. Et c'est pour ça que c'est paradoxal de nous retrouver à négocier des intérêts dans les limites administratives de nos territoires, alors qu'en vérité, l'impact de ce qu'on est en train de négocier va bien au-delà. Et c'est pour ça que nous devons avoir une réflexion complètement différente sur la question du changement climatique et la gouvernance de la question climat. Aujourd'hui, on n'en est pas là parce qu'aujourd'hui, on est encore enfermé dans ces institutions-là. Et on est encore enfermé dans la réflexion que vous citez. Moi, je suis née, j'ai 20 ans, et donc je n'ai pas à payer pour les émissions passées. Mais en fait, il faut réorganiser complètement le monde ou la discussion sur la question climat pour bien se répartir la charge. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'un monde à 3 degrés tel que les politiques actuelles nous le promettent, là où les politiques actuelles vont nous conduire, est un monde où il n'y aura pas de vie, que l'on soit né français ou africain. Et donc, on a tout intérêt, tous, on a tout intérêt à ce que l'on change de logiciel lorsqu'on regarde la question climat. Et la grande difficulté, que ce soit en sciences, en négociation, en politique climatique, etc., c'est d'arriver à faire ce changement-là. Et à ce moment-là, on verra plus. En fait, je dirais, quand je dis mon fils est né français, donc il hérite de la Tour Eiffel et il hérite des émissions, il est né juste citoyen de la planète Terre, donc il hérite de l'état de la planète Terre. Et en tant que Français, il a plus de moyens pour payer, ben, c'est comme ça. Ça fait partie de l'héritage. Une deuxième question devant. Ah, vous aviez le micro. Non, mais pour... Bonjour, merci pour vos interventions. Peut-être que je voulais rebondir aussi sur ce que vous disiez concernant les accords charbon. Est-ce qu'on a une idée actuellement de la volumétrie des accords en cours qui ne peuvent aucunement être annulés, puisque vous parliez de ces accords-là? Vous parliez donc aussi donc des sujets de gouvernance et surtout, enfin vous dans l'ensemble,
vous parliez non seulement de la représentativité, donc siège, mais des voix qui n'existent pas pour les pays en voie de développement dans les grandes instances. Où en est-on voilà, par rapport à la COP28? Est-ce qu'à l'agenda, il y a déjà des discussions? Voilà. Et dernière chose, par rapport à ce sommet africain sur le climat, est-ce qu'il y a des conclusions qui vont alimenter cette COP28, puisque c'était la première fois que les pays africains prenaient en charge un sommet pour le climat à Nairobi en septembre? Merci. Alors, je peux vous répondre pour les contrats liés au charbon. Ce n'est pas juste le charbon, c'est toutes les énergies fossiles. C'est plusieurs milliards, c'est plusieurs trillions. Donc, c'est des 1000 billion, des trilliards. Je ne sais pas si on dit trilliards, trillions. Non, on dit milliards. Des milliers de milliards. Voilà, c'est de plusieurs milliers de milliards. Je n'ai pas le chiffre. Je ne pense pas je pense pas qu'on ait, enfin, je n'ai pas vu en tout cas un chiffre qui les regroupe tous. Mais on sait que ce sont plusieurs, c'est de l'ordre de trillions. La question de la gouvernance, je ne pense pas que ça soit à la COP qu'elle peut être discutée. On discute un petit peu à la COP de la gouvernance de la COP, parce qu'en vérité, la question climat et la gouvernance de la question climat, c'est un sous-sujet de la gouvernance internationale. Et la question de la gouvernance internationale, on voit bien la question géopolitique aujourd'hui, ben, elle n'est pas discutée, quoi. C'est qui est le plus fort qui va attaquer, etc. Après, le sommet africain, il y a un point très intéressant, en fait, lorsqu'on regarde les pays en développement, et ce que nous, on fait dans les pays en développement, j'ai beaucoup travaillé sur des programmes dits de développement, payés par des agences de développement, dans le cadre de la mise en place des politiques d'efficacité énergétique dans les pays en développement. Mais dans ces programmes-là, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on exporte nos politiques, mais on exporte aussi et surtout nos produits. Donc, on ne va pas pour construire avec ces pays. Le seul pays qui nous impose de construire avec eux, c'est la Chine. Du moins, il y a une dizaine d'années, j'avais encore participé à des programmes de ce type-là. Mais quand on va, par exemple, en Afrique, on va avec un package de solutions et dans le package, il y a aussi l'industrie qui est derrière. Et on fait ça pour exporter aussi notre industrie. Et dans ces pays-là, pour mettre en place les politiques climatiques, il faut beaucoup de temps, il faut de la compétence, il faut faire monter en compétence ces pays-là. Et ça, en général, il y a très peu d'argent. Lorsque vous regardez l'ensemble de l'enveloppe de développement pour les politiques climatiques, il y en a très, très peu qui va, c'est moins, on avait fait un calcul à un moment donné, c'était moins de 5% qui allait pour la compétence. Et tant qu'il n'y a pas de compétence, donc du coup, en vérité, on peut leur vendre ce qu'on a envie de leur vendre. Et quand je dis on peut leur vendre, ça veut dire que derrière, il y a toute l'industrie européenne qui vient. Et moi, j'ai participé, j'ai travaillé au niveau international, il y avait eu un programme danois. Le Danemark était venu pour l'argent qu'il récupérait de EU ETS, donc des quotas carbone. Ils ont décidé de l'investir dans l'aide au développement pour des politiques d'efficacité énergétique. Et moi, je me souviens très bien que l'équipe danoise était venue. Ils nous ont dit, on vise tel pays, tel pays, tel pays. Et pour chaque pays, c'est telle et telle industrie qui est derrière. C'est tel produit qu'on veut exporter. Et donc, vous vous retrouvez à travailler sur un programme de développement qui est labellisé développement, qui est en vérité un programme d'export. Alors, bien sûr, lorsque vous travaillez sur ces programmes-là, vous arrivez quand même, parce que c'est des relations humaines, etc., donc vous arrivez quand même à peut-être contribuer à réveiller un petit peu les consciences, à peut-être construire cette capacité technique dont les pays en développement ont besoin. Mais par rapport à l'ensemble du projet, ça ne représente que dalle. Et on est encore dans cette situation-là dans tous les projets de développement que je connais qui sont liés au climat. La partie énergie, moi j'ai travaillé sur la partie énergie, mais les collègues qui ont travaillé sur la partie eau me disent exactement la même chose. Sur le sommet africain notamment, et sur finalement le fait que les pays en développement se saisissent du sujet climat à travers ce genre de sommet? Je n'ai pas véritablement suivi le sommet de Nairobi. J'ai lu, par exemple, ce que mes collègues de l'IDRI ont dit sur le sommet de Nairobi. Ils se réjouissaient du fait quand même qu'il y ait une volonté de prendre en main certaines choses eux-mêmes par les pays africains. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose
bon, qui est en train de commencer à se faire. Comme Yamina l'a indiqué, bon, il y a comment dire le terrain de colonisation de l'Afrique reste quelque chose de bon qui est de très longue de très longue histoire. Et quand on regarde la façon dont les politiques chinoises en Afrique se développent, c'est pas beaucoup mieux, c'est horrible. pire. Ouais, c'est horrible. Absolument pas écologique, parce que vous savez que la Chine se prétend porteuse d'une civilisation dans l'âge de la civilisation écologique. La civilisation écologique telle qu'elle développe, c'est les politiques agricoles en Chine, les développements, la mainmise sur les terres et les ressources minérales, etc. C'est absolument épouvantable. Donc c'est sûr que c'est pas, on n'y est pas du tout. Alors on n'y est pas du point de vue de l'Europe parce qu'il y a aussi de comportements hérités du passé et qui continuent, mais c'est vrai aussi, principalement de la Chine, mais aussi des pays qui vendent des fossiles qui viennent du Moyen-Orient, qui vendent à une partie de l'Afrique et qui cherchent à continuer à leur vendre et à leur développer ça. Parce que c'est eux qui les ont, ils sont proches, etc. On l'a vu du côté de l'Égypte, l'Éthiopie, toute la partie Afrique de l'Est, etc., qui est soumise à ça. Voilà, la situation, c'est celle-là. Moi, je crois que aujourd'hui, la situation, la bataille est, bien sûr, rien de absolument déterminant dans les COP n'a lieu. Ça, c'est clair. Maintenant, tout le monde est d'accord là-dessus. Rien de déterminant n'a lieu. Il y a quand même, néanmoins, eu des moments où, du point de vue des prises de conscience à l'échelle mondiale, certains thèmes adviennent à l'agenda. On ne peut pas dire que voilà, le changement climatique dans les années 2005-2010, ce n'était pas du tout un problème important pour l'humanité. Je crois qu'évidemment, il n'y a pas que les COP qui ont fait ça. Hein. Il y a les désastres climatiques avant tout. Qui ont joué ce rôle, malheureusement. Mais aujourd'hui, si pourquoi je suis particulièrement pessimiste sur la COP de Dubaï, c'est que je sais très bien que c'est quand il y a des sociétés civiles dans des pays démocratiques qui s'expriment dans des troisièmes cercles, c'est même pas le in, c'est même pas le off, c'est encore dehors. À Glasgow, il y avait quand même des gens dehors, des manifestations, etc., qui stigmatisaient la façon dont Boris Johnson parlait des milliards, des multinationales qui allaient décarboner le monde. Et voilà, et cette illusion, cette euphorie qui était de l'après-Covid, de croire que ça allait se passer comme ça, était quand même lucidement identifiée et dénoncée ailleurs, dans le cercle. C'était même pas le off, puisque le off était pris par les entreprises. C'était encore un troisième cercle de gouvernance. Et ça a été très bien décrit par les chercheurs qui suivent ces COP et qui y sont allés, etc. Et aujourd'hui, ça ne va pas avoir lieu là-bas. C'est ça le problème. C'est que c'est pas un pays. Il y aura 60 000 personnes, mais malheureusement, je ne pense pas que la libre expression soit possible à Dubaï, parce que quand on voit la charte des recommandations qui est donnée aux journalistes, à tous ceux qui partent et tout, il faut se méfier de tout, on est surveillé, on est ceci, on ne peut pas se déplacer n'importe où, il faut regarder ses courriers, etc. Enfin, c'est terrible, c'est une société de surveillance policière, et voilà. Et donc voilà, il y aura peut-être 60 000 personnes qui iront, mais elles ne seront pas des sociétés civiles à s'exprimer et à exiger des choses, malheureusement. Et les travailleurs qui sont à Dubaï, qui conduisent des taxis, qui construisent les immeubles et les tours et les cités de tourisme, ce n'est pas eux qui vont manifester. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que c'est pour ça que ça me rend assez pessimiste sur cette COP. Une dernière question, là-bas. Bonjour, je suis Lynn Ulvestad de l'ambassade de Norvège. Donc, merci pour vos interventions et aussi de parler de la Norvège, ça fait plaisir. Ma question, c'est surtout sur la responsabilité des pays développés face au changement climatique. On a déjà un peu touché avec les autres questions. Parce que moi, je suis plutôt convaincue qu'on a justement une responsabilité parce qu'on a profité de ce que nos gouvernements ont fait par ailleurs.
et surtout l'exploitation qu'on a vue dans d'autres pays, même si la Norvège, c'est un pays qui est plutôt en transition verte, avec énormément de véhicules verts et électriques. On ne peut pas nier qu'on continue à exploiter dans d'autres pays, surtout le pétrole et le gaz. Donc, comment on peut faire face à ça? Merci. Très grande question. Je ne sais pas si on va pouvoir y répondre en une minute. Comment faire face à la dépendance, même si un pays développé a effectué sa transition énergétique, il reste une dépendance géopolitique à énormément d'autres matériaux. Donc, on ne sortira sans doute pas de cette équation de la défense des intérêts des uns et des autres dans des enceintes comme la COP, même si la transition énergétique est effectuée. Je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre à cette question en une minute, ce qui était ce que j'avais en tête pour chacune. Alors, donc, un mot sur ces questions-là avant de conclure. Je ne vais pas vous répondre. Je vous conseille, en fait, à tous les deux qui avaient posé la question générationnelle, etc., de responsabilité, de lire les travaux de Jason Hickel, Hickel, sur justement, il a un très bon livre qu'il appelle The Divide, qui est très bien, qui explique bien pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a une responsabilité, pourquoi est-ce qu'il faut changer la façon de faire. Puis surtout, il a une dernière publication qui est sortie il y a moins d'un mois il a fait une estimation de la compensation que l'on doit aux autres pays parce qu'on a endommagé la planète, en fait. Et il est retourné très loin dans l'histoire et lui, c'est un anthropologue, donc il a une approche complètement différente de la mienne. Moi, je suis ingénieur à la base, je suis plutôt de la comptabilité énergétique. Lui, il est anthropologue, donc il apporte des éléments de réponse que je vous conseille d'aller regarder. Ami, sur la géopolitique post-transition. Je pense que ça, c'est quelque chose qui, effectivement, comme le numéro spécial de l'IRIS avait souligné, la géopolitique du basculement. Ce basculement, ce n'est pas simplement le basculement géopolitique, c'est aussi le basculement des conditions d'habitabilité de la Terre, de la crise écologique, climatique et biodiversité, et enfin très profonde. Et donc, avant d'arriver à élaborer des instruments politiques et géopolitiques qui puissent s'adapter à enfin, adresser ce basculement, on n'y est pas du tout. Hein, on n'y est pas du tout. Je n'ai pas du tout la recette. Et malheureusement, j'aimerais bien. Et donc, ce que je dis, c'est que simplement, on mène la bataille là où les terrains sont possibles, là où ils se présentent et avec les alliés qu'on peut trouver à des moments donnés et en désignant des adversaires qui ne sont pas toujours les mêmes, etc. Donc voilà, je ne crois pas qu'il y ait des bons et des mauvais pour toujours, c'est-à-dire ceux qui ont développé historiquement les énergies fossiles. Bien sûr, il y a à une certaine époque, je me rappelle que l'Inde a toujours été sur le truc de la responsabilité historique. Depuis le début, ils ont mis ça en avant, etc. Et ce qu'ils voulaient, c'était le budget carbone, c'est-à-dire comprendre le budget carbone d'un homme, quel qu'il soit, quand il naît quelque part, et puis quel va-t-il être étant donné le budget carbone des Américains, le budget carbone des Européens, le budget carbone, etc. Mais tout ça, c'est quand même un fantasme. Je dis, c'est un fantasme absolument fou. C'est-à-dire, bien sûr qu'il faut aider les pays en développement, mais on voit bien qu'aujourd'hui, la Chine se développe industriellement, techniquement, etc. La Russie, non seulement elle ne s'est pas développée, mais elle est devenue une puissance guerrière qui nous menace de façon folle avec le nucléaire et tout. Bon, donc il y a beaucoup de détermination. Et ce que je crois, c'est que contrairement peut-être à ce que dit Yamina, aujourd'hui, le climat, quelle que soit la gravité des désastres climatiques, ils ne sont jamais appréhendés en dehors des questions sociales et politiques du moment. Regardez
regardez où est-ce qu'on est. C'est-à-dire que, par exemple, l'Amérique latine, qui connaît des températures terribles en ce moment, alors qu'on est au printemps et qu'il y a des températures ressenties de 40, voire 60 degrés localement et tout, elle vote quand même pour un fou en Argentine. Il y a tout le temps des aberrations. Les Pays-Bas vont voter pour un populiste anti-immigré, etc., alors qu'ils sont menacés de submersion et de problèmes d'eau, etc., énormes. Donc, jamais le climat n'est seul sur la scène pour les citoyens, pour les hommes, quel que soit l'endroit. Quel que soit l'endroit. Et donc, il faut prendre acte de ça. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de transition énergétique et écologique si en même temps elle n'est pas juste. Elle n'est pas juste dans les sociétés, y compris les sociétés développées en France ou ailleurs. Et aussi, à l'échelle internationale, ça devra bien sûr aller vers quelque chose d'une meilleure répartition des richesses entre les très pauvres et les autres. Moi, Ami, je pense que les COP ont été un échec parce que justement, on parle que de climat, on ne contextualise pas. Et justement, je pense qu'aujourd'hui, il faut sortir la question climat de la comptabilité carbone. Et si vous prenez par exemple les rapports du GIEC, les gens qui sont là dans mon groupe, on fait que de la comptabilité carbone. Et du coup, la comptabilité carbone, elle est déshumanisée, elle n'est pas contextualisée. Et lorsque vous contextualisez, ben là, vous allez certainement qu'on viendra avec des solutions qui seront différentes que celles qu'on propose aujourd'hui. Je propose que ce soit le mot de la fin. Je vous remercie encore pour votre présence, votre expertise, vos partages. Je suis désolée, mais on va devoir, pour vous laisser un petit temps de pause, mettre fin à cette discussion. On vous retrouve très vite puisque dans un peu moins de 10 minutes, la deuxième conférence reprend. En fait, c'est la suite de cette première avec pour thème est-ce que la géo-ingénierie va représenter une solution présentée par certains États lors de ces négociations? Quels risques, quels enjeux stratégiques accompagnent cette géo-ingénierie et la présentation de la note de l'Observatoire Défense et Climat? À tout de suite. Merci beaucoup.